J'ai l'impression que enfin, les 20 dernières pages... Une grande discussion entre la Maurie et le reste du monde, et l'espèce de créature là, qui s'appelle, je sais plus comment, Sodalier. C'est ça. Et donc il y a une sorte de tentative d'expliquer le pourquoi des choses, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de but au livre. On en parlait tout à l'heure avec Norbert, alors peut-être cette espèce le but du livre, c'est de montrer une évolution différente, une régression évolutive, je ne sais pas, où la nature reprend tous ses droits et devient du coup l'élément dominant, avec cette espèce de banyan géant qui couvre tout un continent. Et voilà, c'est un livre assez étrange, pour moi presque chamanique. C'est un avantage de l'expérience de la transe que de l'écriture de SF proprement dite, qui essaie de mêler une sorte de vraisemblance scientifique à la fiction. Là, pour moi, c'est vraiment un livre de plongée dans un univers. Moi, à la différence de Jean-Marc et de Pierre, je n'avais pas lu ce livre avant de voir que j'étais sur la conférence. Et donc, je l'ai découvert. Et effectivement, je partage tout à fait leur avis, c'est-à-dire que c'est un livre qui souffre, qui est très incomplet pour beaucoup d'aspects. D'un point de vue scientifique, il est juste catastrophique. C'est-à-dire c'est même pas des invraisemblances, ce sont des choses qui confinent parfois à la bêtise. Par exemple, j'en cite une quand même. Après, on évacue la partie scientifique, mais dans un monde envahi par les végétaux, la production d'oxygène est énorme. Vraisemblablement, ça a déjà existé sur la Terre quasiment à ses origines. Le taux d'oxygène augmente, et donc le seuil d'ignition, c'est-à-dire à cause de l'oxygène, est dépassé, et donc ces forêts, normalement, devraient être en train de brûler sans arrêt. Donc il y a même une méconnaissance du cycle de base entre oxygène et gaz carbonique, qui est quand même ce qu'on apprend en école primaire. Donc voilà, j'évacue la partie scientifique parce qu'effectivement, l'intérêt du livre, c'est plutôt cette odyssée philosophique. À mon sens, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que c'est un livre qui est quand même extrêmement pessimiste sur l'évolution de la planète, bon, ça c'est un thème actuel, sur l'intelligence également, puisque l'intelligence, on va en reparler, mais la plus grande intelligence décrite dans ce livre, c'est un parasite. Donc là aussi, on peut se poser la question de ce que l'auteur a voulu dire entre le rapport entre l'intelligence et la nature. Et au fond, le propos de l'auteur, pour moi, est nourri sans arrêt d'une espèce de peur. Je ressens alors il y a peut-être une jouissance dans les mots, dans l'écriture, dans le fait de... Mais il y a une peur par rapport à une nature justement foisonnante, une nature qui n'est pas maîtrisée. Et cette peur, elle se retrouve face au danger permanent que ce groupe d'humains auquel ce groupe d'humains est confronté. Ils se font tuer très très vite. Donc on imagine mal d'ailleurs comment ils peuvent survivre, mis à part dans le petit temps du roman, mais sur une vie humaine, le taux de mortalité est tellement important qu'un petit groupe d'humains dans ce monde aurait une durée de vie vraisemblablement d'1 ou 2 ans. Et le monde végétal est conçu comme un monde extrêmement agressif, extrêmement avec il est essentiellement carnivore. Là aussi, c'est assez bizarre pour un monde vert, c'est-à-dire qu'il fonctionne à la photosynthèse, de voir que la plupart des plantes sont carnivores. Donc, passons. Donc c'est un monde hostile, un monde extrêmement hostile. Alors, non seulement parce que la Terre ayant arrêté de tourner, l'environnement global est devenu plus difficile, mais également parce que la nature qui se développe tend vers une hostilité, une agressivité, une violence beaucoup plus forte. Et moi, ce que je sens sous-jacent dans ce livre, c'est une grande peur par rapport à cette forme de nature. Bien, merci. Effectivement, il y a 2-3 thèmes qu'on peut évoquer par rapport à ce livre. C'est une question qu'on peut poser, qui peut être en lien aussi avec les autres tables rondes de ce matin. Est-ce que vous pensez que c'est un livre qui parle d'écologie ? À mon avis, non.
À mon avis, non, parce que la nature exubérante que décrit Aldis dans Le Monde Vert, il n'en fait pas une analyse scientifique, là, comme on vient de le souligner. C'est un monde tout simplement, d'un point de vue écologique, physique, astronomique, etc., impossible. Déjà, si la Terre arrêtait de tourner, nous supposons qu'il y ait une raison qui fasse qu'elle arrête de tourner. Bon, là, il écrit vaguement que c'est parce que le Soleil s'est mis à enfler. Bon, le Soleil, il ne va pas commencer à enfler avant 5 ou 6 milliards d'années, quand même. Et je ne vois pas en quoi le fait que le Soleil gonfle ferait que la Terre s'arrêterait de tourner. Mais bon, supposons. Si la Terre s'arrêtait de tourner, la face exposée en permanence au Soleil finirait par griller, et puis ce serait plutôt un désert qui s'installerait qu'une cette espèce de jungle foisonnante. Donc, à mon avis, là, Aldis, il ne parle pas de la nature, ni pour la défendre, ni pour l'accuser. Moi, c'est ce que j'ai apprécié dans le bouquin. Enfin, là, Norbert, tu dis qu'il en a un peu peur. Moi, je pense qu'il décrit un peu quand même la nature telle qu'elle est, c'est-à-dire comme un monde sans pitié, en fait. Il n'y a pas de... Bon, dans un monde végétal, une forêt dense, une forêt tropicale, effectivement, c'est une lutte impitoyable pour la survie entre les végétaux, les animaux, etc. Ceci dit, effectivement, les plantes deviennent carnivores, elles sont prêtes à s'attaquer à tout ce qui bouge, il leur pousse des pattes, des ailes, des yeux, des embryons de cerveau, etc. Et donc, c'est un peu une espèce d'hybridation entre le monde animal et végétal. Et moi, je pense qu'Aldis n'a pas du tout eu une conscience écologique. D'ailleurs, dans les années 60, l'écologie était assez embryonnaire. Il n'a pas voulu écrire ce livre ni comme un avertissement, genre si on attaque la nature va se venger, et puis voilà ce qu'elle va nous faire. Ou bien il faut asservir la nature parce que la nature est un monde hostile et il faut la maîtriser. Il n'y a pas ce genre de message dans le livre. En fait, le seul message que j'ai trouvé, et Norbert aussi l'a souligné, tu vas peut-être en reparler un peu, justement, c'est ce qu'il appelle la dévolution. Que dans une nature foisonnante, où l'humanité a fini par disparaître sous ce foisonnement végétal, l'humanité a régressé et les hommes reviennent peu à peu au végétal, en fait. Autant les plantes évoluent vers le règne animal, d'un côté, et autant les hommes reviennent au végétal. D'ailleurs, il y a tout un passage où notre héros, Graine, rencontre les pêcheurs, donc les Bedon-Beden, ils s'appellent Bedon-Beden, ouais, et qui sont reliés à l'arbre Beden par une espèce de cordon ombilical, et leur bonheur, en fait, est de nourrir l'arbre et de servir l'arbre. Et quand le héros coupe ce cordon, les malheureux Bedon-Beden vivent dans la terreur et n'ont qu'une envie, c'est de s'asservir à un autre arbre le plus vite possible. Mais il y a tout l'aspect d'évolution dont tu parlais à l'instant. Donc du coup, je te laisse peut-être le développer toi. Oui, alors c'est vrai que l'auteur finit dans les dernières pages sur le discours de la Maurie, qui est donc cette intelligence supérieure dans ce monde, et qui annonce, qui parle de ce concept de dévolution, c'est-à-dire une espèce d'évolution négative, d'évolution régressive, et je pense que c'était ça fondamentalement son propos. Et en ça, c'est un livre, alors, est-ce qu'il... Moi je pense qu'au contraire, en tout cas, c'est un livre pré-écologique dans le sens où cette notion de dévolution, elle annonce un petit peu les idées de quelque chose, décroissance, quelque chose où on sort du monde, on est dans les années 60, on sort un petit peu du monde productiviste, lié fondamentalement à une évolution industrielle, etc. Et on annonce, même conceptuellement, l'idée que la nature, la terre, etc. pourrait évoluer de façon régressive. Là aussi, moi, je pense, là où en revanche, je suis mal placé pour parler d'écologie, mais je pense que c'est un rapport à la nature qui est extrêmement pessimiste, parce que précisément la nature
on le sait, a été confronté à des situations catastrophiques depuis la création de la Terre, et systématiquement à trouver des voies d'évolution. En changeant, non pas en faisant comme l'homme fait traditionnellement, dès qu'il est confronté à quelque chose qui le met radicalement en cause, l'homme a tendance à effectivement revenir à des choses connues. La nature, elle, invente. La nature est profondément inventive. Et c'est cette invention qu'on trouve dans le livre au travers du foisonnement de ces plantes, mais en même temps c'est une invention qui est vue, à mon avis, par l'auteur comme quelque chose qui fait peur. Et en ça me fait penser aux récits presque archaïques. Dans les récits les plus archaïques de la mythologie, il y a un thème qui transparaît dans quasiment tous ces récits, c'est la différence entre ce qui appartient au cosmos et ce qui appartient au chaos. Le cosmos, c'est le monde ordonné, c'est le monde en général religieux, c'est le monde des hommes, c'est le monde où chaque chose a trouvé une place, un rituel, un ordre, etc., et les choses s'expliquent. Le monde du chaos, c'est le monde de l'informe, c'est le monde des monstres, c'est le monde, mais c'est également le monde du foisonnement. Et je pense que dans ce livre, on a l'histoire d'un monde qui retourne vers le chaos et qui perd son ordre, et les hommes du coup n'ont plus de culture, ou une culture extrêmement fragile. On ne sait plus expliquer le monde, il n'y a pas un récit, les hommes n'ont pas un récit pour expliquer le monde. Et on retourne vers ce chaos informe. D'ailleurs, dans le livre, toutes les espèces se mélangent, se mêlent les unes aux autres. Il y a une espèce de mutation entre la faune et la flore, mais avec cette tendance toujours régressive ou parasitaire comme la morie. Et donc c'est cette peur du chaos et du foisonnement, moi, que je vois, et cette idée d'évolution, c'est-à-dire d'une évolution négative. Pour moi, elle transparaît dans le livre, et elle annonce peut-être une partie, en tout cas, de la pensée politique qui va suivre, qui va suivre dans les années 70, avec une crainte, ou en tout cas une méfiance par rapport à tout ce qui concerne l'évolution. L'évolution, qu'elle soit humaine, au travers des techniques, des savoirs, etc., ou et là c'est là où ça s'éloigne peut-être de la pensée écologique, ou même d'évolution au sens de la nature ou de la vie, c'est-à-dire d'une évolution qui irait vers une destruction. C'est quand même un monde mourant, hein. Le monde qu'il décrit, et d'ailleurs on le voit à la fin, c'est un monde qui est voué à mourir. Moi j'ai l'impression que le livre n'est pas volontairement écologique. Que j'ai plutôt l'impression que l'auteur, s'il est là pour nous le dire, veut plutôt jouer avec des concepts, et entre autres le concept de la fragilité de l'homme par rapport à un environnement qui devient hostile. On est dans les années 60, et je ne pense pas que dans les années 60 il y a déjà sa mort, on est en plein dans les Glorieuses, et je ne sais pas s'il y a déjà cette réflexion pessimiste je pense qu'on est plutôt dans une vague optimiste, où la science progresse énormément et va peut-être apporter le bonheur à l'humanité, enfin c'est ce qu'on croit. Et j'ai l'impression que c'est plus un jeu pour Aldis de confronter l'homme à cette espèce de végétation exubérante, comme s'il avait un terrain de jeu, comme dans le space opéra, on a l'espace, l'espace qui n'est pas colonisé, donc qui est forcément hostile. Tu parlais de mythologie, c'est vrai qu'il y a le côté le voyage de l'Odyssée, voyage d'Ulysse, traverser un monde très hostile avec des créatures monstrueuses, etc., qu'on ne connaît pas, ce qui surtout dans l'espace opéra. Moi j'ai l'impression que c'est un terrain de jeu pour Aldis, dans lequel il se coule avec une sorte de délice qui fait qu'on s'intéresse quand même à l'histoire. On oublie les invraisemblances, il y en a un paquet, on s'en fout. Je trouve ça très beau, moi, l'idée de Liane, de cette araignée géante, héritière des araignées géantes qui tissent des toiles entre la Terre et la Lune, et je trouve ça très beau comme image poétique. Donc il y a une sorte de jubilation poétique d'écriture qui fait que ça transcende un peu l'histoire. Et c'est pour ça que je pense que c'est plus un ouvrage de fantasy qu'un ouvrage de science-fiction. Et c'est pour ça que je pense aussi que Aldis veut jouer simplement avec un univers et place ce personnage dans cet univers-là pour simplement voir comment ils réagissent, créer ce sentiment d'hostilité, donc d'oppression permanente. C'est vrai qu'à chaque coin de rue, il n'y a pas de rue, à chaque coin de branche, il y a un danger, il y a une bestiole, il y a une langue qui surgit de je ne sais où, il y a une bouche qui s'ouvre, il y a un estomac même
comme une espèce de créature qui est fixée au rocher, qui se dilate et qui est un estomac pur, enfin, etc. Donc on est dans la fantasmagorie, dans la fantaisie, mais surtout, enfin à mon avis, pas dans la science-fiction. Je reprends l'exemple de Heinlein tout à l'heure, parce que tu disais que le bouquin le plus ambitieux de Heinlein, c'est vrai philosophiquement, il y a beaucoup plus de choses dans le bouquin de Heinlein, mais il y a des droneurs, il y a des types qui vont dans l'atmosphère de Neptune ou Jupiter, je ne me souviens plus, qui est totalement invraisemblable aussi, parce que c'est des planètes gazeuses, absolument invivables. Mais voilà, ces auteurs-là, j'ai l'impression, dans ces années-là, sont dans le concept, dans le jeu, dans la création d'univers pur, sans trop tenir compte des aspects scientifiques, parce que c'est simplement l'imaginaire débridé qui s'en va à l'assaut comme ça de monde et tout ça. Et c'est pour ça que je ne pense pas qu'il y ait une volonté vraiment écologique, mais ce qui ressort du coup du bouquin, derrière, à l'arrière-goût du livre, c'est oui, la nature développée à ce stade-là extrême devient très dangereuse, l'homme devient tout petit, c'est une fourmi du coup dans cette espèce de foisonnement. Et donc ça me fait penser aussi à l'homme qui rétrécit, où tout devient dangereux d'un seul coup, parce que les araignées sont monstrueuses. Enfin, on est à cette échelle-là, et on est plus, à mon avis, dans un récit effectivement de type mythologique, fantasmatique, plutôt que de science-fiction. Ouais, moi je pense qu'on se permettait beaucoup de choses dans SF à cette époque-là, sans trop se soucier de vraisemblance. C'est la Maury, c'est terrible. Mais je voulais rebondir un peu sur ce que disait Norbert, que la notion d'évolution qu'aborde Brian Aldiss à la fin annonçait un peu la décroissance dont on parle maintenant. Juste pour préciser que, en fait, c'est un peu l'inverse, parce que la décroissance, oui, ça l'annonce d'une certaine manière, mais d'un point de vue négatif. Actuellement, quand on parle de décroissance, c'est avec un a priori positif, quoi. On se dit, bon, pour sauver la planète, il faut arrêter de consommer à outrance, il faut arrêter cette production effrénée, il faut arrêter cette exploitation effrénée de la nature, etc. Donc, effectivement, aller à l'inverse du credo économique mondial, qui est la croissance à tout prix. Et donc, la décroissance est vue actuellement comme une solution positive pour justement préserver l'écologie mondiale. Alors que là, chez Brian Aldiss, cette dévolution dont il parle, il l'aperçoit négativement, quoi. Tout régresse vers une espèce de chaos d'origine, où tout se mélange, où toutes les formes sont indifférenciées, et y compris l'intelligence humaine. Et ça, il les souligne bien, et ça, c'est quelque chose qui m'a fait tilter, et donc, à mon avis, je vais peut-être m'inspirer pour mon prochain bouquin. Que, effectivement, quand la civilisation toute forme de société de civilisation a disparu, que l'homme est réduit à ses instincts de survie les plus primitifs, parce qu'au départ, c'est ça. Bon, la quête survient après, mais au début, on les voit uniquement dans un cadre de lutte. Il y a quand même une civilisation, parce qu'il y a cette espèce d'idée d'âme qu'on transporte avec soi en permanence et qu'on élève, il y a finale, enfin, il y a l'âme, bon, qu'un bout de bois vaguement sculpté, etc. Ils sont encore en tribu, parce que en tribu, dans une tribu, on arrive mieux à survivre que tout seul. La montée au cime, comment ils appellent ça, la montée au cime. La montée, donc, quand quelqu'un tombe au vert, donc ça veut dire qu'il meurt, il tombe au vert, donc ça veut dire qu'il dégringole dans les frondaisons, et puis là, aucune chance de survie n'est possible. Donc les autres membres de la tribu prennent son âme, qui est un petit bout de bois, totem, une sorte de totem, une espèce de petit totem fétiche, un peu vaguement sculpté à forme humaine, et l'emmène donc vers la cime pour qu'il s'envole dans le ciel sur le dos des travertoises, en fait. Et les travertoises sont des araignées végétales géants qui font à peu près 1 kilomètre de diamètre, et qui tissent donc des grands fils de soie au-dessus des cimes de la jungle. Donc tous les cimes de la jungle sont couverts de ces fils de soie, comme ça, qui sont en fait des cales, genre cales de marine plutôt, vu la dimension des bestiaux, et qui tissent comme ça des fils jusqu'à la Lune, où elles ont établi, en fait, elles ont terraformé la Lune, les travertoises. C'est très joli, c'est complètement irréaliste, mais c'est très joli.
Et Aldis insiste à plusieurs reprises sur le fait que l'homme devient bête. Non seulement bête un peu au sens propre du terme, c'est-à-dire animal, mais bête aussi dans le sens où il perd son intelligence. Peu à peu, il perd son intelligence, il ne trouve plus les mots, il n'arrive plus à saisir les concepts. Et donc c'est à la fin la Maurie qui est à la fois un guide et un parasite en fait qui va redonner à Graine, au héros, un semblant d'intelligence. À la fin quand même, Graine s'affranchit de la Maurie et devient aussi un être intelligent, enfin part à la reconquête de son intelligence. Ouais. C'est aussi une sorte de petite lueur optimiste de la fin du livre. Comme tu disais, c'est un livre assez pessimiste sur oui, on est fragile, nous, l'humanité, par rapport à la nature, mais à la fin, il y a quand même une Graine qui, grâce à la Maurie, grâce à l'intelligence que lui a transmise la Maurie, le savoir, de savoir, et aussi la Maurie, elle est intéressante parce qu'elle est la mémoire humaine finalement. C'est elle qui aide les héros à plonger dans la mémoire humaine, c'est elle qui reconstitue l'histoire humaine, d'où c'est son intérêt, c'est une sorte de cerveau extérieur qui permet aux humains finalement de reconstituer leur propre histoire, et je pense que c'est elle qui permet aux héros finalement de repartir à la conquête de l'humanité, donc une sorte de petite ouverture optimiste quand même. Justement, je voulais vous poser une autre question par rapport à ça. Dans les livres, on voit qu'il y a un rapport un peu entre le bonheur et l'intelligence, en fait, par rapport à cette nature. On voit que les humains qui sont heureux dans ce livre sont effectivement ceux qui, soit effectivement sont inféodés à un arbre, comme les bedons-bedelles qui sont effectivement, du coup, sont au service de l'arbre et sont heureux. Ou alors, il y a un moment dans le livre aussi où les personnages se retrouvent sur une petite île au milieu de l'océan, une sorte de paradis terrestre, et ils y sont bien, ils ont à manger, ils sont très bien, enfin, tout se passe bien pour eux. Et c'est la Maurie qui oblige le personnage à repartir en quête, comme ça, et qui lui dit, voilà, tu ne peux pas rester là, tu dois retourner, essayer de dominer ce monde, essayer de le contrôler, essayer de faire autre chose. Et on a l'impression qu'il y a une sorte de discours aussi de Aldis, enfin une proposition philosophique, c'est est-ce que en fait est-ce que le bonheur pour ces humains sur cette planète, est-ce qu'il passe par justement la perte de la curiosité, la perte de l'intelligence, ou retrouver une sorte de bonheur végétal brut, voilà, il y a une sorte de discours là autour. Voilà, je veux réagir par rapport à ça. Oui, bah justement, c'est assez contradictoire. Le discours d'Aldis là-dessus, parce que effectivement, au début, Graine n'a qu'une envie, c'est d'explorer le monde. Il veut quitter sa tribu, il veut découvrir le vaste monde et tout. Bon, à un moment, donc, il se fait asservir par la Maurie, qui en fait lui produit une mémoire, des connaissances, un savoir, etc., ce qui au début lui plaît beaucoup à Graine. Mais la Maurie sert ses propres desseins. La Maurie, ce qu'elle veut, c'est se répandre sur la planète et elle cherche un véhicule, en fait, pour sa propre expansion, quoi. Et donc, peu à peu, Graine résistant à ses ordres, etc., elle devient de plus en plus tyrannique, coercitive, et voilà, jusqu'au moment où Graine donc, réussit à s'en débarrasser par une ruse assez grossière, d'ailleurs, il faut le dire. Ouais, le Sodal, ouais, qui lui est aussi un être intelligent, une espèce de moitié de dauphin porté sur le dos d'un vieillard qui meurt sous la tâche d'ailleurs. C'est assez cruel. Et donc, une fois la Maurie partie, Graine regrette un peu tout ce savoir qu'elle lui inculquait, en même temps qu'il est content d'être débarrassé de la tyrannie. Mais ce savoir, il en fait quoi? Il en fait rien en fait. À la fin, bon, il retrouve les cosmonautes de la travertoise, là, ceux qui sont allés sur la Lune, bon, qui atterrissent sur Terre, je dirais comme un cheveu sur la soupe, en fait, pile poil au bon endroit, au bon moment. On passera sur la pirouette qui fait que le monde est bien petit quand même. Et donc, la Maurie qui est toujours là, qui a pris possession du demi-dauphin, là, du coup, pour poursuivre son expansion, en fait, exhorte l'humanité à partir vers les étoiles. Et Graine y refuse.
il veut retourner sur son arme, il veut reprendre sa vie d'avant en fait. Et donc toute son intelligence qu'il a acquise, finalement, va lui servir à rien, parce que si on en croit la dévolution d'Aldis, eh ben, à reprendre sa vie d'avant, il va retomber dans la dévolution et dans son hébétude. Je ne pense pas, moi je pense que le personnage de Graine a changé avec l'histoire de la Morille, mais la Morille elle-même a changé. C'est ça qui est étonnant dans le bouquin, c'est que la Morille aussi, parce qu'au début on ne sait pas très bien ce qu'elle veut, la Morille. Elle veut coloniser apparemment, elle veut s'étendre et se sert de tous les êtres qu'elle trouve pour pouvoir s'étendre. Elle trouve que l'humain c'est le vecteur idéal pour poursuivre son expansion. D'où l'idée de décroissance me paraît un peu, tu vois, parce que là du coup c'est la nature qui cherche toujours à imposer, à s'imposer et à coloniser, à dominer. Mais il me semble aussi que la Morille a changé et qu'elle a profité elle avait besoin de autant de l'humain que l'humain avait besoin d'elle à un moment. Et c'est un échange finalement. Et Graine, même s'il reprend son exploration, c'est-à-dire sa liberté, c'est ce qu'il a gagné finalement dans tout le roman, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnages asservis dans le roman, c'est-à-dire les bedons bedaines avec quand on leur coupe le cordon qui les alarme, ils deviennent des espèces de créatures affligées, géniardes, larvaires, enfin tout à fait bizarres, masochistes même presque dans l'idée. Oui, j'adore recevoir des coups de toi au monde, enfin, et tout ça. Et j'ai l'impression que le roman est un chemin vers l'affranchissement, c'est-à-dire, et donc que Graine reprenne sa liberté, reprenne son exploration, à mon avis, c'est un pas vers la liberté et un pas vers la reconquête humaine, à mon sens. Quoi. Moi, je reviens sur la peur, mais ce que je trouve assez frappant, c'est justement ce rapport à l'intelligence. Les êtres les plus intelligents dans ce monde sont les êtres les plus dominateurs, les plus parasitaires, et fondamentalement les moins sympathiques. Et les êtres les plus sympathiques sont les plus stupides. Donc il y a, je pense, un rapport à l'intelligence d'Aldis qui est, moi je ne partage pas du tout. Évidemment, c'est plutôt la bêtise qui m'effraie, l'intelligence ça ne m'a jamais effrayé. Et au-delà de ça, ce que je vois, c'est complètement, là je reviens je ne sais pas ce qu'il avait fumé, mais en tout cas peut-être ce qu'il a imprégné, c'est tout simplement la culture biblique, hein, c'est-à-dire c'est un auteur anglo-saxon, on a la culture biblique est très forte dans cet univers-là. La connaissance et le départ du Jardin d'Éden, c'est quand même un des thèmes fondateurs de la Bible, c'est-à-dire on se méfie de l'intelligence. On se méfie de l'intelligence et on se méfie de la connaissance, parce que l'intelligence, elle a pris pendant des siècles l'image du diable, hein, c'est-à-dire que l'intelligence est néfaste. Et la Morille poursuit son propre chemin qui est de se développer, mais on aurait pu imaginer que cet enfant, qui finalement est une espèce d'enfant sauvage, qui a une culture assez faible, qui est mis en contact d'une créature qui, elle, est très intelligente et a un grand savoir, et que cette expérience-là, ce soit une expérience d'éveil, c'est-à-dire que la Morille l'éveille à une perception du monde autre, à une perception plus large, à même une sensorialité, à une connaissance. Non, c'est un rapport qui est un rapport de domination à dominer. C'est une vision d'intelligence qui est extrêmement, là encore, à mon avis, négative. Et finalement, Graine ne s'en affranchit qu'à partir du moment où il s'en sépare. C'est-à-dire, pour s'affranchir de cette intelligence, il faut s'en séparer, même si on en garde un petit peu quelque chose. Non, moi je pense que là encore, l'auteur a une vision non seulement pessimiste, mais même noire de ce qu'est l'intelligence. Et dans ce livre, moi j'ai ressenti qu'au fond, si la Terre pouvait se passer d'intelligence, elle serait peut-être plus heureuse. Moi, personnellement, là aussi, je pense qu'il y a une incompréhension complète de ce qu'est la nature, parce que pour revenir au monde végétal, il y a une intelligence végétale qui n'est pas celle qu'il décrit, qui n'est pas ces espèces de créatures carnivores, donc qui passent là encore sur la domination, l'agressivité, mais une intelligence de forêt, par exemple, quand les arbres sont attaqués par des maladies,
certains arbres ont la capacité d'aller prévenir, donc les plantes ont le temps d'aller prévenir les arbres qui sont situés à des kilomètres de là. La maladie avance lentement, ils les préviennent par des messages chimiques. C'est une intelligence collective que la nature a développée et qu'on ne retrouve absolument pas dans le livre avec cette méfiance de l'intelligence. Donc là encore, moi je suis assez critique quand même sur cet état et sur ce livre. Donc, on voit que ce qui est aussi intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a effectivement tout un tas de discours et beaucoup de thèmes qui sont comme ça activés. Donc on voit qu'il y a une sorte effectivement de discussion autour de l'adaptation à la nature et l'intelligence. À un moment donné, le dauphin qui s'appelle Sodal, effectivement, explique à Graine que l'intelligence quelque part est inutile, qu'effectivement que cette curiosité, c'est ça qui aura perdu l'être humain. Qu'il voudrait mieux effectivement s'adapter au monde, à la nature, pour être heureux, plutôt que d'essayer de s'affranchir comme ça de la nature. Donc on peut se poser un peu la question de savoir si finalement l'utopie ou le bonheur pour l'homme, est-ce que c'est s'adapter à la nature ou c'est plutôt la combattre ou essayer de s'opposer à elle et de construire une sorte de culture hors de la nature. C'est une question un peu plus générale qui peut dépasser un peu le livre, mais voilà, je vais poser cette question. Il me semble que c'est des questions qui sont posées à travers un peu ce livre. Moi, je dirais qu'il faut d'abord essayer de la comprendre. Justement, la nature, on est une forme d'intelligence de la nature, peut-être la forme la plus mobile et en organisation l'une des plus complexes, mais la nature a développé d'autres formes d'intelligence, justement ce que je trouve qu'Alice ne reflète pas trop. Et le premier intérêt de l'intelligence, c'est de la capacité de comprendre. Et cette vision où qui est un peu où on reviendrait à un état fœtal, végétal, etc. Et là on serait heureux, pour moi, elle est, je sais pas, mais ça a plutôt tendance à m'hyper stresser qu'autre chose. C'est-à-dire que, ou alors il faut peut-être fumer des champignons pour être à l'aise avec cette vision-là. Ce qui n'est pas mon cas. Ça gère plutôt. Vers la morille, chevalier, cerveau. Alors tu parlais de la Bible tout à l'heure, c'est vraiment la sortie de l'Éden, et ça c'est de travailler la terre sur son front, c'est de domestiquer la nature, c'est la naissance des agriculteurs et donc des sédentaires qui font place aux cueilleurs-chasseurs vivant dans le sein de la nature. Et il y a une tentative donc de l'humanité à ce moment-là de dompter la nature, c'est-à-dire, et moi je pense qu'on ne réussira jamais à dompter la nature. C'est un petit peu ce que démontre le livre de façon détournée, fantasmagorique encore une fois, mais la nature reprend toujours ses droits, c'est-à-dire que quand c'est une ville inhabitée pendant quelques temps, elle est envahie de végétation très très rapidement. Donc à mon avis c'est un vieux fantasme humain et une erreur que de croire qu'on peut dompter la nature. Il faut vivre avec, c'est tout à fait différent. Et ça rejoint peut-être les préoccupations actuelles avec les OGM et les tentatives de domestiquer la chose, c'est-à-dire d'intervenir directement sur la chaîne du vivant pour dire voilà ce qu'on peut faire de la nature ou voilà comment on peut transformer la nature. Et je pense que là on joue un jeu extrêmement dangereux dont parle peut-être Alice. Alors peut-être que c'est très écologique dans ce sens-là le livre en disant finalement la nature finira par vous dominer parce qu'on ne dompte pas la nature. C'est un vieux rêve, je pense qu'il ne se réalisera jamais parce que il y a une question de survie aussi de la nature, quoi, et elle se met en mode survie et donc du coup on ne peut absolument pas la dominer, enfin je pense pas. Donc c'est vivre avec, apprendre à la comprendre comme disait Norbert peut-être, apprendre à la respecter et je pense que du coup il y a on parle beaucoup de symbiose dans le livre, et c'est une espèce de symbiose qui se crée entre les individus et l'élément naturel, sans aller jusqu'à la symbiose, mais il y a une véritable intelligence à trouver qu'à mon avis nous n'avons pas encore trouvé avec la nature. Je ne sais pas si c'est condition du bonheur, mais c'est la condition indispensable pour notre survie en tout cas. Là, dans le monde vert, en fait, dans les espèces de brefs aperçus historiques distille Brian Aldiss au long du livre, à un moment, il décrit la chute des civilisations par une espèce de brusque résurgence de la nature due au fait que donc, le soleil s'est mis à gonfler, ça a réchauffé la planète, et du coup, la jungle s'est mise à foisonner et puis à phagocyter les villes en 2 temps, 3 mouvements. Il ne s'étend pas d'ailleurs trop sur le sujet, mais juste pour dire qu'en fait,
quel que soit le degré de civilisation, la nature peut le submerger. Et ça, on s'en rend compte, je dirais, quasi quotidiennement actuellement avec les catastrophes climatiques qu'on subit, où un tsunami, une tempête, un incendie, une inondation peut en quelques heures détruire tout un pan de société que l'humanité a mis des siècles à construire. Et donc effectivement pendant des siècles et jusqu'à encore aujourd'hui, le credo ça a été l'homme doit dominer la nature, il doit être maître de la nature. On aboutit à la 6e extinction massive des espèces. Je pense que c'est le résultat que ça a eu. D'un autre côté, il y a eu des sociétés humaines qui étaient, elles, plutôt asservies à la nature, ou du moins qui vivaient dans une harmonie profonde avec la nature. Je pense à certaines tribus indiennes, à la société chinoise antique, au bouddhisme. Ce qui pose après le problème des civilisations, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'une vraie civilisation? Voilà. C'est celle qui laisse des traces ou celle qui ne laisse pas de traces? Donc voilà, effectivement, les civilisations indiennes, bouddhiques, antiques n'ont pas laissé beaucoup de traces, mais elles ont laissé par contre quand même une certaine sagesse dans l'esprit humain qu'on redécouvre maintenant. Et comme dit Pierre, de toute façon, la nature est plus forte que nous. Donc, vouloir en être maître, ou la transformer dans des labos, ou la transformer d'une façon industrielle par des monocultures géantes, par des élevages industriels, etc., c'est forcément voué à l'échec. Et ça peut que nous retomber sur la gueule de toute manière. Bon, d'un autre côté, peut-être qu'un jour, justement, quand la nature nous aura bien foutu par terre, on risque peut-être, par un effet de balancier, de tomber dans l'excès inverse et de lui vouer un culte tout aussi extrême et tout aussi nuisible pour l'humanité, si par exemple se créait une société où il serait défendu de toucher à quoi que ce soit, de modifier la nature en aucune manière, par exemple. Pas le droit de tuer un animal, plus le droit de cueillir une plante, plus le droit de cultiver un jardin, parce que on offenserait la nature. Ouais, j'ai écrit un bouquin là-dessus d'ailleurs déjà. Et oui, des yeux dans le ciel, c'est un peu le sujet à la base. Et donc ça créerait une espèce de dictature écologique qui serait tout aussi nuisible à l'humanité que l'exploitation de la nature forcenée qu'on fait actuellement. Et donc effectivement, la voie juste, c'est la voie du milieu. Je dirais la symbiose harmonique, en fait. Je dirais plus qu'une exploitation raisonnée des ressources, ce qui est le terme un peu officiel qui est utilisé maintenant dans l'agriculture bio, etc. Exploitation raisonnée des ressources. Moi, je dirais plutôt une symbiose harmonique, en fait. La nature est extrêmement foisonnante et généreuse. Quand elle peut l'être, c'est-à-dire on peut avoir, elle pourrait nourrir 10 milliards d'habitants si on voulait, sans aucune modification, simplement, comme disait Norbert, en comprenant mieux comment elle fonctionne et en optimisant ce fonctionnement de façon à ce que ça tourne au mieux, quoi, et avec le moins de nuisances possible. Donc, et tout en vivant en harmonie avec elle. Je pense que c'est ça la justesse, en fait. Et c'est pas du tout l'espèce de terreur que nous distille de la nature, que nous distille Brian Aldiss, en fait. Oui, moi, en fait, il me semble qu'on est... tu parlais du rapport de domination. Et effectivement, c'est assez naturel pour un singe un peu évolué, qui a une vie collective, qui a un fonctionnement d'organisation collective, d'être spontanément dans un rapport de domination. Effectivement, l'intelligence que l'on peut développer, parce que la nature est foisonnante et elle a notamment inventé l'homme, donc pour moi, tout est naturel dans ce qui nous entoure, puisque nous faisons partie de la nature, y compris cette table, ce micro, etc., etc.
c'est quand même la nature qui l'a créé, ou alors on a une vision déiste et on pense qu'il y a un Dieu, etc. Mais sinon, nous faisons tous partie de la nature. Et donc cette nature qui nous a inventé, qui a inventé l'intelligence, elle est extrêmement efficace déjà dans énormément de choses qu'elle a réalisées, dans ses moteurs comme le soleil, comme la fusion nucléaire. Dans la photosynthèse, on essaye de faire des panneaux solaires, on est encore très très loin de simplement approcher ce que la nature a déjà inventé avec les arbres, c'est-à-dire des panneaux qui couvrent une surface énorme et qui s'adaptent en permanence à l'orientation des rayons. Enfin, on a énormément de choses à apprendre et dans cet apprentissage, c'est ce qui peut, à mon avis, nous faire sortir du rapport de domination. C'est-à-dire le rapport de domination, c'est un rapport simple où on a compris quelques éléments. Tiens, si on met de l'engrais, on met des plantes, qu'on élimine certains prédateurs de végétaux, on peut faire des monocultures de blé et se nourrir. Donc ça, c'est une première étape. Il faut passer par cette étape-là et ensuite s'apercevoir qu'il y a déjà dans la nature énormément d'intelligence, presque d'ingénierie qu'il nous faut comprendre. Et c'est là où l'intelligence, c'est le défi lancer à l'intelligence. Et effectivement, vivre avec, mais même simplement, pas seulement vivre avec, c'est arriver à comprendre comment la nature a déjà résolu énormément de problèmes qui se posent à nous. Et c'est en cela, moi, que je suis au contraire extrêmement optimiste, parce que, à mon sens, la nature est forte, elle est extrêmement inventive, et notre capacité d'invention et notre propre intelligence, si elle veut se mesurer à la nature, a intérêt de ne pas faire les choses à moitié. Au contraire, c'est-à-dire plus d'intelligence, c'est ce qui peut nous permettre d'aller vers un monde meilleur. Voilà, donc on arrive gentiment au bout de cette table ronde. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de poser une question dans la salle, peut-être pour les 2 minutes qui restent. Après, il y a omelette au mori pour tout le monde. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ou poser une question? Voilà. Sinon, ben oui, effectivement. Alors sinon, effectivement, je pense qu'on va gentiment... je ne sais pas si vous avez encore un mot à rajouter. Voilà, Je parle de Maury, mais je veux réhabiliter la Maury, parce que ce personnage bizarre dans le roman, une espèce de truc informe qui se met autour de la tête du héros, mais devenu sympathique, bizarrement. Parce que je vois bien qu'elle essaie de dominer le héros pour obtenir quelque chose qu'elle ne sait même pas ce qu'elle veut. En fait, elle patauge complètement, elle a besoin de cet humain et elle a plus besoin de l'humain pour vivre que l'humain a besoin vraiment d'elle. Et j'ai beaucoup de compassion pour la Maury finalement. Je suis pas prêt d'en manger, je crois. Un autre, voilà. Bah, je pense que ce sera le mot de la fin de cette table ronde. Alors, avant de conclure définitivement, je signale que nos 3 auteurs seront en dédicace à 14h, donc à l'espace librairie, donc là-bas dessous. Et donc vous pourrez faire dédicacer, vous pourrez aller faire dédicacer leurs livres là-bas à 14h. Voilà, je remercie Norbert Merchagnan, Pierre Bordage et Jean-Marc Ligny pour leur présence et leur participation à cette table ronde. Et voilà, merci beaucoup d'être là. Merci à toi.